Bonjour la famille et bienvenue sur ma chaîne Achille Free, l'espace où l'on déshabille des vérités qu'on nous cache, sans crainte et sans filtre, malgré tous les risques qu'on peut encourir. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler d'une proposition politique qui, pour une fois, mérite notre attention. Pas parce qu'elle vient d'un pouvoir fort, mais parce qu'elle tente de sortir du schéma traditionnel des désignations à huis clos qu'on connaît trop bien au Bénin. Mais avant cela, faisons un petit retour en arrière. Comme vous le savez tous, l'une des réformes politiques phares du régime de la rupture sous Patrice Talon fut la refonte du paysage politique béninois avec la fusion des partis existants en ce qu'on a appelé de grands ensembles. Aujourd'hui, de gré ou de force, la majorité des figures politiques se retrouvent regroupées dans 3 blocs visibles. Le BR, entendez Bloc républicain. L'UPR, l'Union progressiste Le Renouveau. Et le 3e grand parti, c'est les démocrates. Mais à côté, bien sûr, une poignée de partis satellites, souvent marginalisés, parfois volontairement isolés, mais qui continuent de défendre leurs convictions pour ce qu'il en reste. On parle d'idéologie. Mais quelle idéologie en réalité? Combien sont-ils au sein du BR à pouvoir définir ce que c'est qu'être républicain? Combien sont-ils à l'UPR à comprendre la ligne progressiste défendue? Quant aux démocrates, combien sont là par conviction? Et combien ils sont simplement par exclusion des 2 partis du chef? On assiste trop souvent à un jeu de chaises musicales et idéologiques. Des démissions spectaculaires, des transferts de dernière minute, des alliances contre nature, tout cela pour exister politiquement dans un paysage cadenassé. Ce n'est pas une fusion par vision commune, c'est une fusion par contrainte. Et comme le dit si bien M. Bettencourt, c'est le pouvoir de nuisance de Patrice Talon qui rend les gens disciplinés dans ces groupes. La vraie épreuve, ce sera l'après-Talon. Si ces blocs survivent à la disparition de leurs parrains politiques, alors peut-être ils mériteront un peu de respect. Aujourd'hui, je veux qu'on parle d'un homme, ou plutôt d'une proposition qu'il a faite. Pas de polémique inutile. Parlons de fond. Le 22 juin dernier, sur le plateau de l'émission L'Entretien du dimanche, un homme a interpellé son propre camp. Il a proposé à Eden TV d'organiser des débats entre les candidats à la candidature du duo présidentiel de son parti. Oui, vous avez bien entendu. Alors que dans les autres partis, on attend que le chef choisisse, que l'homme fort impose son duo comme dans une monarchie, voilà quelqu'un qui demande des débats internes, des confrontations d'idées, des éclaircissements devant le peuple. Et pour quelqu'un comme moi qui suis allergique à l'opacité, je ne peux qu'applaudir cette initiative. Et dernièrement encore, sur le plateau de Canal 3 Bénin, l'homme revient avec la même proposition. Mais dites-moi, qu'est-ce qu'il y a de mal à entendre ceux qui aspirent nous gouverner? Pourquoi refuser d'expliquer comment ils comptent diriger ce pays? Sur quoi basent-ils leur vision? Quelle lecture font-ils de nos problèmes? Et surtout, quelle sauce veulent-ils nous servir en 2026? C'est ça, la démocratie. Débattre, c'est respecter le peuple. Et surtout pour un parti qui porte le nom, les démocrates, cette initiative devrait aller de soi. Un parti qui s'est opposé depuis 2016 à une gestion fermée, autoritaire, unilatérale, ne peut se permettre la même opacité en interne. Je rappelle une sortie récente de l'honorable Guy Mitokwe. Une sortie dans laquelle il expliquait que le nom, les démocrates, avait été choisi pour envoyer un message clair au pouvoir en place. Alors, soit ce nom reflète une vraie culture interne, soit c'est du marketing politique, une simple étiquette. Et là, ça devient grave. Comme je l'avais dit dans 2 précédentes vidéos, ce serait une erreur pour l'opposition de se considérer comme le candidat naturel du peuple. Ne pas travailler, rester dans l'ombre et penser que tout est déjà gagné, ce serait une erreur grave que l'opposition ferait. Revenons dans le vif du sujet. Celui qui a osé faire cette proposition s'appelle Nouroudine Saka Saleh, juriste, militant, membre fondateur du parti Les Démocrates. L'homme se propose comme candidat potentiel au prochain duo présidentiel. Franchement, que vous l'aimiez ou pas, il faut reconnaître le courage politique de sa démarche. Il veut ouvrir la boîte noire. Il propose que les prétendants s'affrontent, non pas dans les couloirs, mais au grand jour. C'est ce que le peuple attend. Des leaders qui expliquent leurs projets, qui débattent, qui se confrontent aux idées des autres, pas qui fuient ou qui attendent qu'on les désigne par piston. Je l'ai toujours dit ici, on ne veut pas de ces candidats par défaut. On ne veut plus des candidats par pitié ou par émotion. Le peuple veut des preuves de vision, de compétence,
de courage. Et chaque prétendant au pouvoir a l'obligation de démontrer ce qu'il a dans le ventre. Sinon, ce sera le rejet, automatique. Écoutez bien cet extrait. Écoutez-le avec attention et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que cette proposition peut vraiment changer la donne? Est-ce que d'autres partis devraient s'en inspirer? Le débat est ouvert. Mais en attendant, voici la vidéo de M. Noureddine Saka Saleh. Par ces temps où la météo est un peu difficile pour les journalistes que vous êtes, je vous remercie de m'aider à enlever le tabou de cette initiative de se porter candidat à l'investiture de mon parti politique, les démocrates, dans le cadre de la prochaine présidentielle. Je ne suis pas connu pour être quelqu'un qui fait des déclarations à l'émotion, donc je ne vois pas pourquoi ce serait quelque chose qui ne tient plus, puisque la balle est aujourd'hui dans le camp de mon parti politique. Une fois que le processus y sera lancé, je pense que j'ai eu la priorité de me prononcer comme étant candidat, étant membre du parti. J'ai entendu d'autres intentions de candidature qui sont hors et externes à mon parti politique. Donc je crois que la balle est plutôt dans le camp du parti politique auquel j'appartiens aujourd'hui, puisque j'ai un peu posé des conditions, même si ça peut paraître prétentieux, mais je pense que c'est lié à ce que nous voulons incarner, c'est-à-dire notre nom, c'est le parti Les Démocrates. Donc j'estime que si nous voulons donner des leçons de démocratie au pouvoir, si nous voulons leur reprocher de ne pas se comporter en démocrate, il faudrait que nous aussi, nous puissions, par exemplarité et surtout par éthique, donner le sens de ce que nous voulons incarner, c'est-à-dire un parti où règne la démocratie interne avant de vouloir donner des leçons de démocratie à l'externe. Noureddine Saka Saleh, c'est vrai qu'on a suivi qu'après votre réaction sur une chaîne de télé et s'en est suivi également la réaction des internautes et de tous ceux qui s'intéressent à la classe politique, aux actualités politiques. On a compris que certains vous voient beaucoup plus en tant que technocrate et non plutôt comme politique. Alors, est-ce que, en tant que pris des deux côtés, je pourrais dire que vous êtes technocrate avant d'être homme politique, mais il y a encore cette méfiance où on ne vous voit pas totalement en tant qu'acteur politique réel, mais dites-nous en réalité, est-ce que vous faites réellement des actions qui témoignent que vous êtes vraiment un animal politique comme il le faut? C'est déjà heureux qu'aujourd'hui nous puissions déterminer un homme politique à travers ce qu'il est techniquement, ce qu'il est en dehors de la sphère politique. Parce que nous n'avons pas été habitués par nos aînés politiques et même par ceux qui sont de notre génération à qu'on puisse les identifier à quelque chose d'autre qu'à leur fonction politique. Vous avez dû constater que je n'occupe aucune fonction au sein du parti politique et je n'occupe non plus aucune fonction sur le landerneau politique béninois. Donc c'est déjà heureux, je trouve cela très flatteur, qu'on me dote déjà d'une capacité technique, ce qui n'est pas superflu dans l'exercice pour lequel je suis en train de me lancer. Maintenant, si vous voulez que je sois identifié comme un homme politique à travers les actions politiques, il faut dire que n'étant pas membre de la direction du parti, je ne suis pas tenu à des activités politiques. Je ne suis pas non plus obligé de participer de manière ostentatoire et ostensible aux activités politiques du parti parce qu'il faut quand même pouvoir ne pas être de trop dans une instance ou ne pas être considéré comme n'ayant pas été invité ou habilité à participer à une activité au sein d'une instance politique. Donc si c'est cela qui vous amène en fait à relativiser la capacité politique, j'estime que les contacts que j'ai, je crois que j'ai été accusé de tenir des liens avec des personnes qui ne sont pas de mon parti politique. Je pense que ça dénoterait quand même du fait que j'ai des activités politiques, même si ce ne sont pas les meetings dans lesquels vous nous voyez, mais la vie du parti n'est pas faite que d'actions médiatiques, d'actions, de meetings. Et je pense que l'exercice pour lequel vous m'invitez aujourd'hui dénote tout au moins du fait que malgré mon absence dans les instances de direction du parti, je demeure tout au moins à vos yeux, à chacun d'entre vous ici, un petit centre d'intérêt politique pour le Bénin et surtout pour mon parti politique. Noureddine Saka Saleh, une manière de répondre à ceux qui estiment que vous n'êtes pas présent aux activités du parti Les Démocrates. J'aimerais sur une autre question rapidement pour vous demander, quand vous dites que la balle est dans le camp de votre formation politique,
Je voudrais vous demander, vous faire la question, est-ce qu'il y a un processus enclenché pour la désignation des candidats au sein du Parti Les Démocrates? Sinon, c'est pour quand? Alors, il faut avouer que dans les textes du parti, il n'y a pas de manière expresse et détaillée un processus clair de désignation. Ça a été renvoyé en fait aux instances du parti de décider de la manière dont la désignation du duo candidat doit être faite. Donc c'est à cet effet, puisque ce qui n'est pas interdit ou ce qui n'est pas précisé laisse la possibilité de faire des propositions. Et moi, à mon sens, la proposition que j'ai faite, c'était justement que nous puissions, puisqu'il y aura forcément plusieurs appétits, il y aura forcément plusieurs personnes qui souhaitent porter les couleurs du parti et d'abord souhaiter montrer en quoi ils peuvent contribuer à l'essor au sein du parti d'une candidature crédible. Qu'on sorte en fait des schémas qui veulent que ce soit dans une officine privée ou dans une officine secrète que soient désignées les personnes qui seront quand même les porte-flambeaux de notre parti politique à l'élection suprême dans notre pays. Donc c'est dans ce sens que moi j'ai proposé, puisque comme je l'ai dit à l'entame de l'émission tout à l'heure, il faudrait que nous puissions nous montrer exemplaires. Si notre parti s'appelle les démocrates, c'est parce que nous voulons quand même incarner une certaine image de l'équité, même si ce n'est pas de l'égalité, de l'équité et de la démocratie interne. Donc c'est dans ce sens que je me suis offert, c'est-à-dire je me suis exposé en disant je voudrais que dans le cadre de la désignation du duo candidat qui doit nous porter à l'élection présidentielle, je voudrais que nous puissions être mis en confrontation, c'est-à-dire que toutes les personnes qui se montrent intéressées et qui ont pour ambition de diriger les 14 millions d'âmes que nous sommes, puissent venir dire, échanger avec ses camarades de parti pour dire voilà ce que je pense par exemple dans le domaine de l'agriculture, voilà ce que je pense sur les questions sécuritaires, voilà ce que je pense sur les questions liées à la mobilisation des ressources et que nous puissions confronter ce que chacun a dans le ventre. C'est-à-dire, ce ne devrait pas être un tabou. Pour moi, même ce serait à la limite un exercice médiatique qui permettrait de braquer les caméras sur le parti et sur ses valeurs pendant un long moment. C'est-à-dire tout le processus des, est-ce qu'il faut appeler ça primaire, de la désignation du candidat, devrait nous permettre en fait d'occuper l'espace public. Parce que qu'il vous reste à l'esprit que le pouvoir n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Aujourd'hui, dès qu'un candidat sera désigné par le pouvoir, à la limite, on ne lui demandera même pas de prouver qu'il est capable. Mais c'est l'opposition qui est souvent le parent pauvre de la politique, c'est-à-dire qu'on nous demande à nous de prouver que nous sommes capables. Donc, comment nous on prouve qu'on est capable de quoi que ce soit si déjà en interne, nous avons peur de nous affronter entre nous? Si déjà, nous ne pouvons pas faire l'effort d'aller exposer ce que chacun a dans le ventre et ce que chacun veut apporter comme renouveau dans la gouvernance que nous contestons. Donc, si on sort de ce postulat-là, si on part plutôt de ce postulat, et que nous ne pouvons pas venir dire clairement, d'abord à la face de nos camarades de partis politiques, et ensuite à la face de l'opinion publique, ce que nous voulons faire, ce que nous avons l'intention de faire, comment vous voulez qu'on nous prenne justement, est-ce que la question a été débattue en interne? Est-ce que ce que vous proposez, est-ce que ça a été débattu en interne? Puisque, à écouter certains de vos camarades, on vous reproche le fait d'avoir posé le sujet hors parti. Alors, est-ce que c'est un reproche qui devrait être fait à une personne qui appartient à un parti politique qu'on appelle les démocrates? C'est-à-dire, un parti politique ne doit pas se comporter comme une secte. Est-ce que c'est le fait que ce soit moi qui ai annoncé une intention de candidature, qui le dise, qui pose problème, ou alors c'est dans le principe que ça doit être contesté? Peut-être le dire sans la bénédiction, peut-être de ces leaders. Dans ce cas, on est dans une secte. Si je suis membre fondateur d'un parti, j'ai tout au moins le droit de demander ou de proposer des choses à mon parti politique. Je n'ai rien imposé du tout. J'ai proposé. Je dis, moi, je me porte candidat et je voudrais qu'on nous permette de nous affronter à l'intérieur du parti. C'est assez curieux ce que vous dites parce que depuis que j'ai fait cette annonce, j'ai été beaucoup invité. Entre les commentaires qui sont faits sous cap au niveau de la direction du parti, et que je ne conteste pas, chacun utilise les armes qu'il veut, et la grande majorité des militants ou de l'opinion publique, je suis invité régulièrement.
ici à Cotonou, à l'intérieur du pays. Depuis que je me suis annoncé, je voyage énormément à l'intérieur du pays parce qu'il y a beaucoup de groupes constitués qui, au-delà de, est-ce qu'il faut dire de l'intoxication, qui voudrait que ma proposition vienne fragiliser le parti, il y a beaucoup des membres du parti et des non-membres du parti qui m'invitent pour savoir comment ça pourrait se faire. Que ce soit des médias, que ce soit des groupes constitués, que ce soit même des organismes de la société civile qui concourent en fait à l'expression démocratique et à la contradiction, qui se sont montrés très intéressés. Et ce niveau de curiosité pour moi montre déjà que si ce que j'avais proposé était stupide ou idiot, beaucoup de personnes ne s'y intéresseraient pas. Donc il y a beaucoup de personnes qui veulent aller au-delà de l'intoxication et de la désinformation qui est faite par je ne sais qui pour s'approcher de la personne qui a émis cette initiative et savoir est-ce que ça ne va pas fragiliser le parti? Est-ce que ça ne va pas désorganiser le parti? Est-ce que... Mais à la fin des discussions que nous avons, ils nous disent non, c'est vraiment quelque chose d'innovant. C'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir parce qu'on a l'habitude en fait que la sphère politique soit faite d'invectives. Et je dis non. Ce ne sont pas des invectives. Quand je dis confronter les idées, ça veut dire que je pars du principe que nous sommes sur un terrain d'idées. Ce que vous pensez du domaine sportif n'est peut-être pas ce que moi j'en pense. Donc c'est forcément en confrontant ce que vous pensez à ce que moi je pense que nous pourrions voir peut-être que je suis allé un peu trop vite en besogne sur le terrain du sport et que votre apport serait utile. Et c'est comme ça qu'on a la possibilité de se jauger mutuellement et savoir qu'est-ce que je peux être comme intérêt pour vous et qu'est-ce que vous pouvez être comme intérêt pour moi. Donc je préfère encore ce type d'anecdote plutôt que les procès d'intention qui sont faits parce que l'un d'entre vous, et je vous fais la confidence, que beaucoup souhaitent comme soutien au sein du parti dans leur expérience pour la candidature, est-ce que c'est parce que je suis venu peut-être tuer les rêves de certains qui souhaitaient m'avoir comme soutien, ou alors est-ce que d'office je ne devrais pas? Et je vois que... oui, à votre niveau, quelle conclusion vous tirez? Ah non, quand vous observez, je suis très flatté par la réflexion qui est en train de se mener autour. À la limite, je considère que 100 membres du bureau d'un parti ne sont pas plus importants que 101 électeurs. Ils ne sont pas plus importants que 500 militants. Ils ne sont pas plus importants que l'opinion publique, même si c'est en l'occurrence eux qui ont la possibilité de décider. Regardez un peu, qu'est-ce qui fait que dans la plupart des démocraties, on passe à des élections primaires? Ça ne peut pas se faire dans notre cas. C'est-à-dire que le militant ne peut pas être sollicité directement pour le faire. C'est parce que justement, on part du principe que même s'il y a des personnes qui ont été présidentes de la République au sein du parti, il y a 5 ans, les réalités d'il y a 5 ans ne sont peut-être pas les mêmes aujourd'hui. Donc, il faut amener, puisqu'on ne peut pas désigner 3, 4 ou 5 personnes pour évaluer un projet présidentiel, on considère qu'il faut donc amener la majorité à faire un petit sondage en interne et c'est ce qui amène les primaires. Ici, on ne pourra pas faire des primaires. Donc, c'est pour ça que j'ai proposé, non pas seulement aux partis, mais aux médias et à tous les organismes qui voudraient se prêter à ce jeu, de nous permettre de nous confronter. Le parti peut décider de ne pas organiser ce que j'ai dit, mais les médias, vous avez la possibilité de dire, écoutez, comme ça se fait aux États-Unis. Ce ne sont pas les partis qui organisent en fait les débats entre les candidats au sein du Parti républicain ou des démocrates. Est-ce pas une source d'orgueil de votre part? Ah non, au contraire, c'est un risque que je prends. C'est un gros risque que je prends de dire que je veux affronter mes camarades. Qui dit que... Attends. Je suis, comme vous avez dit, le moins loti en matière de fonction politique. Je suis le moins présent, c'est-à-dire dans les instances de direction du parti. Il y a dans le parti des personnes qui sont à leur 4e ou 5e mandat électif. Il y en a qui sont députés depuis très longtemps et qui ont donc une exposition politique à la gestion plus importante que la mienne. C'est à la limite moi qui me jette en fait en pâture. C'est-à-dire que je peux ne pas être la personne qui va peut-être être désignée à la fin. Oui. Mais je souhaiterais que même si je ne suis pas désigné, je puisse respecter la personne qui est désignée. Et dans ce cadre-là, j'ai fait des propositions que je vais peut-être continuer. Je vais saisir le président du parti dès que j'aurai fini les discussions avec ceux qui veulent nous aider éventuellement à cet exercice-là pour proposer, parce qu'il y a forcément des critères à l'entrée en candidature que moi j'estime qu'on devrait à minima respecter. Nous parlons de la présidentielle, nous parlons du Bénin à partir de 2026.
Selon vous, quels peuvent être les axes prioritaires du prochain président de la République? Du prochain ou de la prochaine présidente? Oui. Ou de la prochaine fleur présidente. aux femmes, quand même. Exactement. Hein? Alors, je me réjouis déjà d'office du fait de voir certaines de mes propositions déjà mises en application par le pouvoir. Je vais vous en citer 2 ou 3. La première, c'est que je me suis toujours offusqué par rapport à la zone industrielle de Glodjibé, en disant que pour moi, la zone industrielle de Glodjibé devait servir en fait au maximum de hub logistique pour les autres zones industrielles à l'intérieur du pays. Et je militais pour qu'il y ait chaque département avec sa zone économique spéciale. C'est-à-dire la Liborie, le Mono, le Koufo, parce que dans chacun de nos départements, il y a une activité économique autour de laquelle on peut construire un écosystème. Donc, je me réjouis déjà de voir que, assez récemment, à Kétou, dans le département du Plateau, une zone économique spéciale est en prévision. J'applaudis cela. Je ne suis pas de la catégorie des opposants qui pensent qu'il faut balayer du revers. Non, j'ai milité pour que chaque département ait sa zone économique spéciale. Il faut féliciter cela. La deuxième des mesures, le travail rémunéré des détenus. Ça fait plus de 2-3 ans que je me suis offusqué que nos mamans soient en train de balayer les rues. J'ai dit, les jeunes qui sont envoyés par contingent entier, et ce qui me désole affreusement, sont dans les prisons à s'auto-éduquer, à s'inter-éduquer, à apprendre pire que ceux pour lesquels ils sont entrés dans ces geôles-là. Pourquoi ne pas les utiliser et que leur rémunération soit envoyée par exemple à leur maman pour éviter à ces mamans-là d'aller se retrouver à balayer les rues les soirs, exposés aux intempéries et aux accidents. Je dis, bon, ces jeunes-là, il faut les amener en fait à travers des réformes du secteur pénitentiaire à pouvoir gagner de l'argent. C'est en train d'être mis en application, j'ai vu un décret là-dessus. Troisième mesure que j'ai proposée, c'est le fait de donner une petite dignité au mérite dans les écoles à travers les jeunes filles, pour éviter qu'elles soient, à partir d'un certain âge de la puberté et autres, exposées en fait aux fléaux et aux vices, en donnant en fait au mérite sur la base de l'assiduité à l'école et sur la base de la manière dont elles sont performantes, une petite contribution qui leur permette au moins de rester dignes. C'est-à-dire, à partir d'un certain âge, j'ai des filles, j'ai beaucoup de filles, qui sont déjà à l'âge de la puberté et je sais qu'elles ont des petits besoins. Les menstrues à la fin du mois, la toilette intime, la toilette des femmes, rester propre. Oui. Si nous pouvons, avec ce que nous connaissons des salaires politiques mirobolants, aussi penser d'une manière ou d'une autre à ces jeunes filles-là, ça peut d'abord impulser une certaine prise de conscience quant à l'éducation de la jeune fille, mais en même temps donner de la dignité. Et je vois que ces 3 mesures que j'ai proposées depuis toujours sont appliquées aujourd'hui par le gouvernement. J'applaudis cela, je m'applaudis un peu en même temps. Et maintenant, si vous voulez qu'on parle en fait de ce que l'opposition peut être amenée à faire, je vous lance le défi, interrogez-moi sur un sujet, sur un secteur de votre choix. Et là, vous avez la possibilité de vous faire une idée de la préparation, du niveau de préparation du petit et modeste candidat à l'investiture de mon parti que je suis. Le tourisme, heureusement que vous ne m'avez pas parlé du football, parce que c'est la seule chose sur laquelle taper le ballon, je ne sais pas le faire. Alors, le tourisme, je vais vous choquer. On ira très vite, on n'a plus de temps. Ah non, non, vous inquiétez pas. Je vais vous choquer. Sur le tourisme, je suis de ceux qui pensent que l'hôpital de référence qui a été construit à Calavi, le Chic, ça s'appelle, est un excellent outil touristique, le tourisme médical. C'est une infrastructure qui est construite ici. Je ne me préoccupe pas d'où viennent les fonds, qui est la directrice, qui est ça. Non. Je sais que ce n'est pas un hôpital pour vous et moi. Quand je vois les tarifs, je nous souhaite pour le moment, ce n'est pas pour vous et moi, parce que les tarifs sont quand même un peu au-dessus de la bourse de la majorité des Béninois. Mais la conséquence serait justement, et là c'est une question de priorité qui se pose, c'est-à-dire je souhaiterais que mon pays devienne un pays de tourisme médical. Ceux qui ont de l'argent pour se soigner, qu'ils viennent se soigner au Bénin et qu'on les taxe 2 fois plus fort. Et que ce qui sortirait comme ressource de cela puisse maintenant financer ce que moi je considère comme prioritaire, les soins de proximité pour tout le monde, la dialyse pour tout le monde, la césarienne pour tout le monde et les soins de proximité, l'accès aux soins, que ce soit la qualité, que ce soit l'accès quantitatif aux soins, que ce soit pour tout le monde. Sur la question du tourisme aussi, et je l'assume complètement,
je considère que la loterie nationale appauvrit encore plus le pauvre. Parce que, vous voyez aujourd'hui, on peut parier pour 50 francs CFA. On peut parier pour 50 francs. J'estime que vous ne verrez jamais un riche aller parier à la loterie pour espérer gagner 5 francs. Le riche sait que ce n'est pas par le hasard ou par les prières qu'on gagne de l'argent. Soit on en prend aux autres, soit on travaille pour en gagner. Donc moi, par exemple, je serais pour qu'on transforme Grand Popo et Semepodji en 2 villes spécialisées pour le jeu. C'est-à-dire ceux qui ont de l'argent, si vous, Marc, vous avez de l'argent et que vous avez des addictions au jeu, je préfère que vous alliez dépenser votre argent dans les casinos, comme le casino Partouche qui a été ouvert au niveau du Sofitel. Voilà, nous on n'a pas accès là-bas, on n'a pas de quoi miser là-bas. Donc je préfère comme ça que Grand Popo, qui est aujourd'hui une ville qui végète un peu entre inutilité et villégiature, nous avons un accès à la mer qui est intéressant. On peut développer là-bas une activité touristique liée au jeu. C'est-à-dire que ceux qui prennent les avions pour aller jouer à Dubaï, que ceux qui prennent les avions pour aller jouer en Europe, viennent plutôt jouer à Cotonou. Moi, je veux que les riches viennent dépenser leur argent. Ça servira à financer les écoles, ça servira à financer beaucoup de choses pour mes parents ici. Le Bénin peut se targuer même le luxe de développer beaucoup de choses autour, hein, c'est-à-dire les infrastructures hôtelières, les infrastructures de loisirs et tout cela. Le loisir est un vecteur énorme. Vous êtes un juriste, la justice, par exemple. La justice, pour moi, c'est l'un des piliers importants de tout développement. J'ai 3 piliers de développement, c'est-à-dire l'éducation. Pour moi, une population bien éduquée est une population viable. Une population en bonne santé est une population viable. Mais il faut aussi que la population se sente chez elle, dans son pays, et être un sujet de droit et non un sujet de brimade. Donc pour moi, la justice, il faut la rapprocher un peu plus du contribuable. C'est-à-dire, normalement, dans toutes nos mairies, on devrait avoir des tribunaux de proximité pour désengorger les tribunaux que nous avons. C'est-à-dire les petites questions de tel a arraché la femme de l'autre ou bien tel a pris le mouton ou le cabri de l'autre ne devraient pas aller dans les tribunaux de première instance. Ça peut se régler, les questions de voisinage, les questions de droit de la consommation, ça peut se régler à un niveau plus bas. Arbitral. Vous avez parlé tout à l'heure du Chic, par exemple, qui est juste en face de l'hôpital de zone d'Abomey-Calavi. Oui. D'abord, alors que l'hôpital de zone a énormément de problèmes, des problèmes liés aux infrastructures, au niveau du personnel, par exemple, alors qu'on a en face un grand hôpital qui est le Chic. Alors vous, en matière de santé, par exemple, quelles pourraient être vos propositions en tant qu'homme d'État ? Vous me rejoignez dans ce que je disais tout à l'heure, dans la priorisation de certaines choses. On a un hôpital de zone qui souffre de beaucoup d'insuffisances, mais en même temps, on crée un hôpital de référence pour la clientèle qui n'est pas le commun des mortels du Béninois. Comme j'ai dit tout à l'heure, la qualité et l'accès aux soins. C'est-à-dire qu'il ne faudrait plus qu'un seul Béninois, quelle que soit sa situation sociale, ait peur d'aller dans un hôpital. Il ne faudrait plus qu'on enregistre des morts parce que les gens ne peuvent plus aller se soigner à l'hôpital ou dès qu'on leur fait le diagnostic, ils préfèrent rentrer à la maison, se soigner avec les plantes. Ce n'est pas que je dévalorise les soins par les méthodes phytosanitaires ou tradipraticiennes, mais je dis l'hôpital ne doit pas effrayer le patient, l'hôpital doit plutôt rassurer le patient. Donc pour moi, c'est même pas une espèce de politique ou d'idée particulière. C'est qu'on devrait quand même le temps est complètement dans... parti. Nouroudine Sakasalé, à vous suivre, c'est dire que vous avez il y a votre projet de société. Il fait combien de pages? Ça, on ne le sait pas encore. Non, c'est prétentieux de dire mon projet, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui ont contribué, comme j'ai dit, mais c'est vous qui portez le projet de société. Alors, depuis que vous avez annoncé votre candidature, quelle fut la réaction au sein de votre formation politique? Est-ce que le premier responsable du parti vous a eu en audience? Est-ce que vous avez échangé avec lui, le bureau politique également? Où est-ce que vous en êtes à ce moment précis? On dit souvent en politique que lorsque les débats ne se font pas sur la place publique, c'est qu'ils se font sous cape en arrière-boutique. Donc, vous êtes journaliste. Je pense plutôt que c'est vous qui devez vous approcher des instances du parti. Moi, je ne leur demande pas une réponse. Je ne leur demandais pas une réaction. Ce serait prétentieux de ma part. Je leur ai proposé quelque chose. S'ils veulent y aller, tant mieux. Ça ne ferait que grandir l'image du parti. Mais maintenant, vous avez la possibilité. Je pense que vous avez les contacts du secrétaire à la communication. De les inviter. Il y a beaucoup de candidats non issus de mon parti qui se sont portés, qui ont émis des intentions auxquelles le secrétaire à la communication a réagi.
a réagi. Donc, je pense que vous avez la possibilité de vous rapprocher d'eux. Moi, je pense qu'il faut continuer plutôt. Il faut continuer à proposer. Il faut continuer à faire le plaidoyer pour que nous puissions nous retrouver en fait dans un environnement où on n'a pas peur de débattre. On n'a pas peur de débattre. On va à des élections qu'on dit générales. C'est un cursus assez particulier, c'est-à-dire à la même année, à des périodes assez rapprochées, on se retrouve à aller à 3 élections. Moi, je considère par exemple que dans le cadre de la désignation de notre duo de candidats, il faudrait qu'on soit assez conséquent et responsable, c'est-à-dire que vous, par exemple, qui occupez une fonction de député, et qui voulait vous porter candidat à l'élection présidentielle, la logique et le bon sens voudraient, et aussi l'altruisme en pensant aux autres, puisque vous n'êtes pas seul dans le parti, voudrait que vous ne soyez pas candidat à une autre élection. Il ne faut pas dire que je vais tenter l'investiture du parti, puisque ça ne marche pas, je reviens à mon siège de député, à défaut de démissionner pour ne pas être jugé parti, puisque le parrainage fait des députés aujourd'hui et des maires, des juges et des partis. Si vous voulez, en tant que député, être candidat, vous abandonnez votre manteau de député pour vous retrouver maintenant, et ça permettra à votre suppléant de monter. À défaut de ça, vous faites au moins le respect aux autres de ne pas vous porter candidat à l'élection législative ou à l'élection municipale. Ça, c'est un premier cas. Et je pense aussi que les partis devraient plutôt désigner le candidat à l'élection présidentielle, pas le duo. Vous désignez le candidat à l'élection présidentielle, à charge maintenant pour lui ou elle, une fois désigné, de vous proposer ou dans la liste de ceux qui avaient été aspirants, ou alors dans la liste de ceux que lui-même ou elle-même considère comme aptes à le faire, parce que rien ne dit que c'est seulement parmi ceux qui ont posé les candidatures que les meilleurs profils sont. Moi, j'en connais beaucoup avec lesquels je discute dans le parti, mais qui n'ont jamais levé la main pour émettre une ambition donnée. Au sein du parti. Donc, je me dis, en désignant le candidat à l'élection présidentielle, puisque lui, il a la possibilité, une fois élu, de démettre le vice-président, donc ils ne sont pas au même niveau de légitimité et de capacité, à charge maintenant pour cette personne de dire, bon, dans le parti, moi je considère que telle personne ferait bien mon vice-président. On l'a appelé à collaborer. La toute dernière. Et si Patrice Talon vous appelait pour être son candidat, pour être le candidat de la mouvance? Il faudrait d'abord que je sois le candidat de l'opposition. S'il veut venir renforcer, moi je ne dis pas non. Je suis un enfant bien élevé, hein, vous savez. Je ne vais pas dire non s'il veut apporter un soutien. Est-ce qu'il a dit que son candidat pourrait être le candidat de l'opposition? J'ai la question, vous pensez? Oui, il vous appelle à le rejoindre dans son camp, pas que lui il va vous rejoindre. Non, je pense que M. Patrice Talon est très respectueux de la conviction et très respectueux du système partisan et de l'affirmation de la conviction politique. Je ne pense pas qu'il fasse cette injure-là de vouloir débaucher un candidat de l'opposition. Mais en même temps, vous êtes en train de mettre une pression indirecte à mon parti politique. C'est pas très gentil. Pour le moment, vous êtes encore candidat du parti. Je suis aspirant candidat. Exactement. Attendez qu'il me rejette avant de parler. Vous êtes encore ouvert également sur le plan politique. Et donc, Patrice Talon peut également vous appeler. Je préfère parler aux électeurs et aux militants du président Patrice Talon que de parler au président Patrice Talon, parce que les militants d'un parti et les sympathisants ne feront jamais suffisamment de voix pour élire un président de la République. Donc, les militants de Patrice Talon, les militants, les sympathisants, moi, je veux bien les draguer pour le compte de mon parti. S'ils portent leur voix sur moi une fois désignés, ce serait plutôt quelque chose de merveilleux. Merci, Saka Salé, merci. Merci à vous, Nouroudine Saka Salé, juriste, militant, membre fondateur du parti Les Démocrates et candidat à la candidature dans cette formation politique. En tout cas, nous suivons de très près l'actualité au sein du parti Les Démocrates, puisqu'il y a beaucoup de candidatures qui sont annoncées. Je vais peut-être voir si vous en avez entendu parler au sein de votre parti. Vital Kani, on parle de Kamar Ouassangari, on parle d'un autre côté de Kamel Ouassangari, on parle de Achille Pakom Loko et de beaucoup d'autres acteurs. Vous n'en avez pas entendu parler? Ah si, ah non, non, oui, si, je suis... Vous avez des challengers. Je suis taxé d'être politicien WhatsApp et les réseaux sociaux. Donc je suis peut-être le mieux informé. Merci beaucoup, merci d'être passé. C'est vrai qu'on n'a pas eu assez de temps, on aurait aimé vous revoir encore sur ce plateau. En tout cas, le débat se fera. Ce sera tout, moi, quand vous voulez. Ce sera tout. Ce sera tout pour le grand rendez-vous, le numéro de ce dimanche. Merci à vous. Cran d'inviter aujourd'hui dans l'atmosphère politique quelqu'un parmi ceux qui sont taxés d'être un peu des bannis de la République. Marc, merci Omar. Et merci à tous. Portez-vous bien. Au revoir. Merci.